évidemment, c'est un peu tôt pour dire ce qui va se passer dans les primaires, parce que ça n'a fait que commencer. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une espèce de révolte dans les deux camps contre l'establishment. Trump à droite et Sanders chez les démocrates. Alors, évidemment, je préfère Sanders à Trump, et je pense que Trump est un peu, disons, un peu bizarre, mais les autres sont encore pires. Donc, Cruz, par exemple, celui qui a gagné les élections dans l'Iowa, il a gagné à cause des fondamentalistes chrétiens, et il n'est pas mieux que Trump. Tout le monde dit, ah, il n'est pas raciste, mais c'est un fanatique religieux, donc je ne vois pas très bien pourquoi c'est tellement mieux. Et je pense que Trump exprime la révolte des petits blancs en particulier la question liée à la question de l'immigration, de leur perte de statut, des délocalisations. Donc, contrairement aux autres républicains, c'est pas du tout un libéral sur le plan économique. Il ne veut pas que multinationales délocalisent, faille travailler des Chinois, etc. Non, pas du tout. Donc il est sur une ligne, on va dire, qu'on appellerait ici souverainiste, ou je veux dire, il n'est pas du tout. Donc il va attirer les voix d'une partie de la classe ouvrière blanche. Maintenant, est-ce qu'ils représentent réellement leurs intérêts, ou est-ce qu'en réalité ils représentent les intérêts des classes fortunées? Ça c'est compliqué, parce qu'évidemment il est aussi pour des baisses d'impôts, il est pour un équilibre budgétaire, il est pour des augmentations de dépenses militaires et tout ça. Et je ne sais pas comment on met tout ça ensemble sans enseigner à blanc les petits blancs, justement. Sanders, c'est autre chose. Sanders, lui, sur le plan socio-économique, est-ce qu'on peut faire le mieux aux États-Unis? D'accord, il se dit, bon, il est social-démocrate au sens, on va dire, au sens où l'était jusqu'à un certain point l'Europe du Nord, elle ne l'est plus, mais disons, elle l'était, la Suède et d'autres pays, ils ont beaucoup changé. En fait, eux ont beaucoup changé, mais Sanders s'inspire de ce qu'ils étaient. Et Sanders est un type qui est en général assez bon, mais sur la politique étrangère, il dit relativement peu. Il attaque Clinton sur son vote pour la guerre en Irak, mais il ne parle pas de la Libye et de choses comme ça, ou de la Syrie. Donc je ne le trouve pas parfait, mais ce que je trouve intéressant dans les deux camps, c'est que c'est la nouvelle révolte des masses, c'est-à-dire les gens votent pour les gens pour qui on ne leur dit pas de voter. C'est-à-dire tout l'appareil du parti, les médias, etc. vont soutenir Clinton d'un côté, et vont soutenir probablement Rubio du côté républicain, qui est arrivé troisième en Iowa. Et Rubio, c'est vraiment le candidat des néoconservateurs. Donc lui, il est plus pour une politique agressive, d'ingérence, etc. Qu'est-ce qui va l'emporter? Est-ce que Trump va récupérer son retard? Ça, j'en sais rien. Est-ce que Sanders va continuer? Sanders va probablement gagner au New Hampshire, c'est ce que disent les sondages, mais bon, on n'en sait rien. Et puis, qu'est-ce que ça va donner après? À mon avis, l'appareil du parti va trouver un moyen de se débarrasser de Sanders. Moi, c'est ce que je pense. Donc, il y aura probablement Clinton d'un côté. De l'autre côté, je n'en sais rien. Je ne sais pas ce qu'il va gagner. Mais pour l'instant, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux candidats en lice qui ne sont pas le choix des élites. Et rien que ça me plaît, même s'il y en a un que je n'aime pas beaucoup, qui est Trump. Mais rien que le fait que dans les républicains, qui sont tous pour moi plus fous les uns que les autres, le fait que les gens préfèrent Trump, tout le monde est là, il est raciste, mais les autres sont pas mieux, les autres sont... il a son franc-parler, il n'aime pas le politiquement correct, il aime bien provoquer, mais j'ai aucune preuve qu'il est pire que les autres sur ces plans-là. Et sur certaines questions, il est mieux. Sur la politique étrangère, il a condamné toutes les interventions que les Américains ont fait récemment. Donc, de ce point de vue-là, il est mieux, il est moins mauvais, disons. C'est vrai qu'on présente les partis dont vous parliez comme des anti-systèmes. Est-ce que le public américain, l'électeur américain plutôt, il y a une prise de conscience, il s'éveille, il a envie de rompre avec le modèle dans lequel il est? Je pense qu'il y a des articles dans le Wall Street Journal qui disent maintenant pour les jeunes le capitalisme c'est plus un mot positif. Aux États-Unis le mot capitalisme c'est comme la laïcité ou la République en France, c'est un mot qui est vu très positivement en France, un peu discuté mais pas très fort, mais c'est pas le mot. Mais maintenant ça devient un mot que les gens auquel ils n'adhèrent plus, et le mot socialisme n'est plus un gros mot comme c'était dans le temps. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'expérience de ce qu'est le capitalisme dans ce qu'il a de pas très joli, c'est-à-dire quand on ne trouve pas de boulot, qu'on n'a pas d'avenir, qu'on doit chercher, comme beaucoup de gens ici doivent galérer, comme on dit. Ce qui sauve beaucoup de jeunes, et donc, et puis il y a eu tous ces scandales des banques, et puis aucun problème de ce côté-là n'est résolu, puis il y a les délocalisations qui les frappent de plein fouet, etc. Donc, des voix alternatives peuvent se faire entendre. Oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs, on va dire, penseurs qui disent que de toute façon
révolution va sûrement se passer, en tout cas aux États-Unis, parce que c'est eux, en effet, qui subissent le plus toutes les contradictions du capitalisme et seront le plus à même d'y réagir et de peut-être proposer des alternatives, je sais pas. Oui, il y a toujours cette plaisanterie que s'il y a, comment dire, le seul pays où il ne peut pas y avoir de coup d'État, c'est aux États-Unis parce qu'il n'y a pas d'ambassade américaine à Washington, contrairement aux autres pays, quoi. C'est vrai que aux États-Unis, c'est un pays très souverain, donc ça c'est une force. Donc, contrairement aux autres pays, ils ne doivent pas tenir compte de la menace américaine. Les autres pays doivent tenir compte de la menace américaine, même s'ils ne le font pas. Donc ça, c'est vrai que c'est un... Oui, c'est très intéressant de voir ce qui se passe aux États-Unis. Moi, je n'ai jamais... comment dire, j'ai vécu là, j'ai connu des gens vraiment formidables, j'ai connu des gens très très radicaux, mais qui étaient très minoritaires. Mais il est possible que ces gens-là se fassent entendre plus que ne se faisaient entendre dans le temps. Moi, j'étais en 91 dans la première guerre du Golfe, par exemple, c'était assez horrible, mais j'ai vu des gens formidables, comme j'en vois rarement en Europe. Ce qui m'intéresse, c'est ce décalage entre les candidats du... Bon, les autres ne sont pas anti-système, oui, au sens où on entend le mot en France, mais ils ne sont pas les candidats des médias, on va dire. Enfin, Trump, plus que Sanders, c'est vraiment marginalisé par les médias. Trump, comme il a ce côté provocateur, et puis il y a quand même beaucoup de médias très à droite qui lui donnent une audience, comme Fox News, etc., qui lui donnent une audience, il fait le buzz, etc. Donc, on ne peut pas dire qu'ils sont traités de la même façon, mais néanmoins, c'est clair que l'appareil du parti ne veut pas de Trump, parce que Trump est trop grossier, trop en dehors de toutes les normes, etc. Il n'est pas réellement pour ce qu'ils appellent libre entreprise, et donc l'appareil du parti voudrait, aussi pour gagner les élections, voudrait quelqu'un de modéré, comme Rubio, mais modéré, ça veut dire beaucoup moins modéré que Trump pour ce qui est de la politique étrangère. Mais ça, évidemment, si vous êtes militariste, vous êtes modéré par définition. Quoi. Si vous êtes pacifiste, vous êtes extrémiste. Comme je dis, Sanders, bon, l'appareil du parti n'en veut pas non plus. Donc moi, je suis pour que les deux résistent aussi longtemps que possible. Parce que je n'aime pas cette fausse démocratie où c'est en fait l'appareil du parti, les médias, la classe politico-médiatique qui décide. Mais il y a eu le phénomène en Angleterre avec l'élection pour la direction du Parti travailliste, où c'est quand même un outsider qui a gagné haut la main contre les médias, contre l'appareil du parti, etc. Donc on a l'impression qu'en France, les choses sont encore plus contrôlées qu'elles ne sont, alors que la France, traditionnellement, était le pays de la révolution, de la rébellion, etc. C'est un pays où les choses sont plus contrôlées que dans des pays, soi-disant, très capitalistes, où il y a des mouvements de rébellion contre l'establishment médiatico-politique. C'est assez paradoxal. Peut-être pas tant que ça. Combine en Angleterre, Sanders en Angleterre. Ouais, c'est vrai. Bon, on va changer donc de sujet. Je sais que je voulais parler de la laïcité avec vous. Je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Alors on en entend beaucoup parler aujourd'hui, notamment avec les différents attentats terroristes, les déchéances de nationalité, etc. On sent une volonté chez nos politiques de vraiment vouloir mettre la laïcité au cœur du débat, en disant peut-être que c'est la solution pour éviter le radicalisme islamiste. Est-ce que vous pensez que dans un contexte économique et social aussi difficile qu'est le nôtre aujourd'hui, est-ce que c'est une démarche qui semble suffisante ? Moi, je me considère comme très laïque, mais je ne suis pas d'accord avec d'autres amis qui se disent laïques. D'abord, premièrement, j'ai constaté au cours du temps que le fait de prendre des positions très fortes sur la question de la laïcité, c'est souvent une position de repli pour des gens de gauche par rapport aux questions socio-économiques. On a essayé de tomber le socio-économique depuis longtemps, plutôt dans la rigueur, etc. Alors une façon de rester de gauche, c'est d'attaquer l'Église et d'attaquer l'islam, et de défendre le féminisme, etc. Comme l'antiracisme, en fait. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on trouve des causes idéologiques, d'accord, des combats idéologiques, et alors ce sont des substituts pour les combats socio-économiques qu'on a abandonnés. Alors, ça mène alors, à mon avis, à une perversion de la laïcité. Bon, d'abord, évidemment, une des façons d'être très laïque, c'est de monter en épingle ce qui reste de traditionnel dans l'Église catholique, qui n'est pas grand-chose, et puis d'en faire une menace pour les libertés, pour l'avortement, etc. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, ça peut changer, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. L'autre, c'est de mettre en épingle les musulmans, qui eux sont beaucoup plus traditionnels. En général, je pense que les musulmans font souvent penser aux catholiques du passé, dans leur religiosité, ça c'est vrai. Mais ils sont très faibles aussi, ils sont assez nombreux, mais ils sont politiquement, culturellement, institutionnellement très très faibles. Donc, de nouveau, c'est monter en épingle des dangers qui ne sont pas réels. Mais ce qui m'irrite le plus, c'est qu'alors, dans ce combat, donc,
dans ce combat laïque, c'est qu'il me semble qu'il y a quand même une grande chose que la laïcité a toujours défendue, c'est la liberté d'expression. Alors moi, j'en entends jamais parler. Ils acceptent toutes les censures, ils acceptent... Bon, je vais prendre la dernière affaire en date parce qu'elle me reste en travers de la gorge, c'est le voyage de Dieudonné en Asie, où il était en Thaïlande et Hong Kong, où le gouvernement français, d'après ce que j'ai vu sur des sites qui ne sont pas conspirationnistes, était intervenu auprès des gouvernements thaïlandais et Hong Kong pour qu'ils soient soit interdits de spectacle, soit expulsés, alors que le rôle des ambassades françaises à l'étranger, c'est quand même de protéger leurs citoyens, c'est pas de les dénoncer auprès des gouvernements étrangers. D'autant plus que le spectacle qui joue en France est légal, il n'a pas été poursuivi, il n'y a rien d'ailleurs, il n'y a pas de plainte sur ce spectacle, il n'y a rien. Bon. Donc c'est vraiment pour le punir. Et c'est évidemment en collaboration avec l'État d'Israël. Donc c'est quand même un peu fort que l'État français s'allie à un État étranger pour poursuivre un de ses propres citoyens en dehors de son territoire. Alors si ça ne fait... Alors il n'y a personne qui proteste, alors là je trouve que les gens sont un peu comiques, ils s'occupent de la déchéance de nationalité, l'état d'urgence, etc. Moi je veux bien, mais quid de ça? Pourquoi ils ne disent rien là-dessus? Pourquoi ils n'ont rien dit quand on a interdit ces spectacles, quand on le condamne à des mois de prison? En Belgique, c'est pareil. Je veux dire, ça me paraît surréaliste qu'on ose parler de laïcité et que personne ne pose la question de sa liberté d'expression, plus évidemment des tas d'autres affaires de poursuites pour racisme, pour homophobie, pour négation de l'histoire, etc. Il y a plein de gens qui sont poursuivis et condamnés. Et même discuter, parce que moi j'ai écrit un livre là-dessus, même discuter de la liberté d'expression est impossible dans beaucoup de milieux. À la limite, qu'on me dise, voilà, Dieudonné, il faut le mettre dans une cave, fermer la clé, jeter la clé, ok, dites ça, mais dites quelque chose, ne faites pas, je suis Charlie, et ne dites rien. Oh, ils sont tous là, je suis Charlie, puis ils ne disent rien. Ils ne disent pas ce qu'ils en pensent. Il n'y a pas de débat. Alors, c'est quand même un niveau assez élémentaire, je dirais, par rapport à la question de la laïcité. Alors, on a une espèce de laïcité qui est... Je ne suis pas d'accord avec les gens qui sont anti-laïcs. Beaucoup de gens viennent anti-laïcs par réaction à ce que cette laïcité est. Alors, ils disent, c'est une nouvelle religion, etc., etc. Ou c'est l'athéisme. Bon, d'abord, évidemment, pour qu'un pays soit laïque, il faut qu'il y ait un nombre suffisant de gens qui sont sceptiques. Si vous avez 90%, 98% des gens qui sont religieux, vous n'aurez pas un État laïque, même si officiellement il l'est, parce que ça devient impossible. Et donc, c'est parce qu'au cours des siècles, les gens sont devenus un peu sceptiques, agnostiques, athées, etc., ou même les catholiques sont devenus un peu différents de ce qu'ils étaient, que l'État peut être laïque, sinon ça n'existerait pas. Donc on ne peut pas dire que la laïcité est séparée de l'athéisme. Non, il faut qu'il y ait un degré de scepticisme ou de relativisme par rapport à la religion pour qu'il existe comme laïcité. Mais c'est vrai que la laïcité n'est pas le fait de persécuter les religieux. Et ce n'est pas non plus une morale qu'on est supposé imposer tout le temps aux adultes. D'accord, l'État a la possibilité d'éduquer les gens, mais après ça va être terminé. Après, il faut laisser les gens penser ce qu'ils veulent. D'accord? Par exemple, moi, je n'étais pas opposé au mariage pour tous, mais les gens ont le droit d'y être opposés et de ne pas être considérés comme être stigmatisés parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Et par exemple, Christine Boutin a été condamnée pour avoir dit que l'homosexualité est une abomination, quelque chose comme ça, mais elle a le droit de le dire, elle a le droit de le penser. Je veux dire, c'était la doctrine, dans d'autres mots, c'est la doctrine de l'Église, et on ne peut quand même pas criminaliser la doctrine de l'Église, même si moi, je ne la partage pas du tout. Je veux dire, c'est très malsain. Alors évidemment, ce qui est comique, c'est que les gens qui défendent les musulmans, souvent les gens qui défendent les musulmans, leur parlent d'islamophobie. Et donc ils veulent maintenant condamner au nom de l'islamophobie, de la lutte contre le racisme, des gens comme Zemmour ou des gens comme ça, ce qui est aussi une erreur. Les deux sont des erreurs. Moi, comme je dis, c'est le seul qui défend la liberté, et pour les religieux les plus zozos, et pour les racistes les plus zozos. Qu'on laisse les gens s'exprimer, qu'on fasse la différence entre la parole et l'action, sinon on n'en sort pas. Mais, vous répétez ça plein de moments, je prêche dans le désert, parce que personne ne veut aborder cette question effectivement fondamentale de la liberté d'expression et de ses limites. Bien sûr, il y a des limites, la diffamation, les insultes, tout ça, c'est pas autorisé, mais les opinions religieuses ou dites racistes, oui, ça sont des opinions, je suis désolé. Et tout ce débat sur la laïcité est contaminé par ce fait qu'on criminalise des opinions, finalement. Et donc, alors que évidemment, les actions terroristes, ça c'est tout autre chose. Bien sûr, ils peuvent toujours dire les actions sont liées aux opinions. Ça c'est vrai. S'il n'y avait pas d'opinion, si personne n'avait d'opinion, il n'y aurait pas de révolution, il n'y aurait pas de terrorisme, il n'y aurait pas de démocratie non plus, il n'y aurait pas de liberté. Tout ça c'est lié à des opinions, ça c'est vrai. Mais toute l'idée de la séparation entre l'opinion et l'action, c'est qu'évidemment, l'opinion n'implique pas l'action et qu'il faut bien que certaines opinions s'expriment pour qu'on puisse avancer, et donc il faut faire une limite, il faut mettre une limite quelque part. Moi je la mets
là où il y a entre opinion sur des idées générales, religieuses, racistes, enfin considérées comme telles, et l'action. Et moi je prétends que le climat est très malsain, parce que finalement, ça c'est vrai, beaucoup de musulmans se plaignent d'islamophobie, et c'est vrai, mais de nouveau, le fait que les gens aient des opinions négatives sur l'islam est une opinion. Et je ne suis pas d'accord pour les combattre comme racistes. Et alors évidemment, comme ce sont des opinions assez répandues, les gens, en fait c'est ce que j'appelle le sionisme du pauvre, c'est-à-dire les gens veulent utiliser l'islamophobie comme les autres utilisent l'antisémitisme. L'antisémitisme, ça a marché du tonnerre, ça fait taire tout le monde, personne n'ose dire ce qu'il pense d'Israël, personne n'ose dire ce qu'il pense des organisations communautaires, etc. Tout le monde se tait. Et personne n'ose dire, tiens, Dieudonné, pourquoi est-ce qu'on interdit de spectacle en Thaïlande? Bon. Et du coup, certains pensent qu'ils vont utiliser l'islamophobie de la même façon pour faire taire des gens qui n'aiment pas l'islam. Mais évidemment, ça ne marche pas parce qu'ils n'ont pas la force de frappe, ils n'ont pas la puissance institutionnelle des organisations qui utilisent l'antisémitisme. Mais même l'antisémitisme, ça ne marche pas parce que les gens en ont ras-le-bol. De plus en plus de gens en ont ras-le-bol de ces accusations d'antisémitisme. Donc ça provoque l'antisémitisme. Et si les autres commencent à copier avec l'islamophobie, ça va provoquer plus d'islamophobie. Et puis il y a les chrétiens qui attendent là derrière, et les chrétiens sont quand même la majorité historiquement, culturellement, etc. Et il y a déjà des gens qui parlent de christianophobie, il y a un observatoire de la christianophobie, etc. Et il y a des spectacles christianophobes subventionnés par les pouvoirs publics, etc. Tant qu'on ne met pas tout à plat et qu'on dit, écoutez, les opinions c'est une chose, l'action c'est une autre, on n'en sortira pas et tout le monde va s'accuser va essayer d'utiliser l'accusation de racisme pour défendre, en fait, pour empêcher les critiques d'opinion. Je suis désolé. Alors, donc... Si vous pensez que les réfugiés palestiniens ont le droit de retourner en Israël, ça mènerait à la destruction d'Israël, entendu comme état majoritairement juif, mais c'est une opinion. C'est une opinion, c'est peut-être pas une opinion bonne ou fausse, ça c'est autre chose, mais c'est une opinion. Et cette distinction n'est jamais faite dans le débat. Si vous pensez que c'est ridicule de croire qu'on va aller en enfer parce qu'il y a un peu de gélatine de porc dans les bonbons, ben, c'est une opinion. Je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire prenez la laïcité auprès des gens? C'est l'État qui est laïque, c'est pas les gens. Qu'est-ce que ça veut dire que les gens soient laïcs? Je veux dire, s'ils veulent évidemment commencer à venir avec un Kalachnikov tirer sur les gens, c'est pas qu'ils sont pas laïcs, c'est qu'ils sont des assassins. D'accord? Alors, c'est toujours la même histoire. Prôner la laïcité, ça veut dire prôner alors. En fait, on devrait prôner le scepticisme vis-à-vis des religions, des dogmes religieux les plus rigides. Ça, c'est vrai. Mais quelle est la façon dont on l'a fait historiquement en France, avec les dogmes catholiques? Mais pas la liberté d'expression, par le débat. Mais on ne fait pas de débat, on ne débat de rien, on peut parler de rien. Déjà, quand je veux parler de liberté d'expression, on me dit pas Dieudonné, non, on va pas parler. Ok, même pas Dieudonné, ok, bon. Donc, de quoi on va parler de rien? Je veux dire, la paix et la guerre, tout. Moi, je n'ai jamais vu, et j'ai quand même vécu pendant la guerre froide, j'ai jamais eu cette impression d'une société aussi bloquée en ce qui concerne la possibilité de débattre. C'est très étonnant. La laïcité, c'est un vrai problème, mais il est mal posé. Par exemple, il est mal posé parce qu'il est posé tout le temps, effectivement, en voulant d'une certaine façon réprimer l'expression de sentiments religieux ou et sans poser la question de la liberté d'expression. Moi, par exemple, j'arrive pas à comprendre pourquoi les gens s'excitent sur la question de savoir si une fille est voilée ou pas, quoi. C'est leur affaire. Moi, ça me... Peut-être c'est mon côté individualiste, mais moi, la façon dont les gens s'habillent, ça m'est complètement égal, quoi. Et ce qu'ils mangent, ça m'est complètement égal. Et si les gens croient que Allah n'a rien de mieux à faire que de regarder ce qu'il y a dans leur assiette, ben, tant pis pour eux, tant mieux pour eux, je m'en fiche, quoi. Mais je trouve qu'effectivement, il faut avoir une attitude aussi où, c'est ce que j'ai une fois écrit un petit texte là-dessus, je pense que quand j'étais jeune, la laïcité était ouverte, c'est-à-dire la laïcité était, dans mon pays en tout cas en Belgique, était relativement faible parce que le catholicisme était fort, donc si les gens sortaient du communautarisme catholique, appelons ça comme ça parce qu'il existait, s'ils sortaient du moule catholique, ben, ils étaient accueillis, ils étaient bien accueillis. On ne disait pas oui, mais il faut rompre avec vos parents, vous êtes louche et vous êtes suspect de soutenir le pouce DI, peut-être que secrètement vous êtes pour Franco, des choses comme ça. Non, évidemment. Tandis qu'avec les musulmans, j'ai l'impression que c'est tout. Même s'il y en a qui essayent de sortir, on leur dit oui, mais vous n'êtes pas d'ache chez vos parents, votre soeur, est-ce que votre soeur ne met pas le voile? Je veux dire, ils sont dans un climat de suspicion généralisé qui fait qu'ils ne peuvent pas sortir de leur communauté. Et c'est très malsain. C'est vrai qu'on voit beaucoup de communautarisme en France. Est-ce que on a l'impression d'une certaine façon que la laïcité elle a renforcé le communautarisme? Mais elle ne devrait pas. Mais la façon dont elle est considérée, et alors évidemment il faut, c'est toujours délicat de dire ça devant un micro, mais
il y a quand même une communauté juive qui est très communautariste, donc une partie de la communauté juive qui est très communautariste, et ce communautarisme-là, il est très difficile d'en parler, et surtout d'en parler de façon critique. On peut toujours critiquer le communautarisme musulman, mais pas le communautarisme juif. Et les musulmans sont tout à fait conscients de ça, il suffit de leur parler, et par musulmans, je dis y compris les incroyants d'origine musulmane, etc. Alors comme on ne peut pas aborder le communautarisme de cette communauté juive, les autres sont furieux qu'on les montre tout le temps du doigt en disant vous êtes communautaristes. Ou les catholiques. Les catholiques aussi ressentent ça, parce qu'on montre aussi du doigt les catholiques. Je veux dire, on n'est pas... Je veux dire, quand Valls dit que les juifs sont l'avant-garde de la République, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire des juifs? Qu'est-ce que ça veut dire des gens qui sont religieux, des gens qui sont d'origine religieuse? Ça veut dire quoi? Des gens qui font partie de la communauté, qui font partie des organisations communautaires dites représentatives, qui ne sont, à ma connaissance, pas élus par des gens répertoriés, qui seraient juifs, etc. C'est très très malsain d'utiliser ce genre d'expression. Il ne va jamais dire les musulmans sont l'avant-garde de la République. Hein, bon. Donc, on est dans le deux poids deux mesures permanent, et oui, c'est totalement... Et c'est malsain pour les juifs, parce qu'évidemment, les gens qui ne sont pas juifs voient ça et disent qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Alors c'est vrai qu'il y a une forme de contradiction entre la défense peut-être de certains communautarismes par nos élus et le fait de prôner la laïcité. Enfin, moi, j'avoue que j'ai un peu de mal à saisir certains positionnements comme Manuel Valls, par exemple. Oui, bien sûr. Déjà, il y a ce problème chez Manuel Valls. Et il y a... comment dirais-je? De toute façon, pour moi, la laïcité, ça devrait être la séparation de l'État et des idéologies. C'est-à-dire, l'État ne devrait pas imposer, pas seulement il ne devrait pas imposer de religion, mais comme l'histoire a montré que des idéologies pouvaient exister en dehors des religions, qui sont un peu similaires à la religion, il ne devrait pas imposer. C'est bien pour ça qu'il ne devrait pas imposer, par exemple, ce qu'il fait à travers la lutte contre l'antisémitisme, certaines opinions concernant Israël-Palestine, par exemple. Enfin, encore une fois, Siné, pour prendre cet exemple, j'en ai plein dans mon livre, mais Siné a été poursuivi parce qu'il s'est moqué de la possibilité d'une conversion à la religion juive du fils de Sarkozy qui épousait l'héritière de Darty. Tout le monde se moquerait si c'était une conversion à l'islam ou au catholicisme. Enfin, tout le monde, pas tout le monde, mais je veux dire, ce serait banal. Il y a une hypersensibilité sur ces questions-là qui est évidente. Ça crée des deux poids deux mesures, ce qui fait que ça renforce comment dirais-je, il y a un adage qui dit que la justice doit être neutre et paraître neutre. Elle ne doit pas seulement être neutre, elle doit paraître neutre. Mais la laïcité, c'est pareil. Or, elle ne paraît pas neutre. Elle ne l'est pas, mais elle ne paraît pas neutre. La source du problème, c'est toujours ces lois qui permettent à des associations de poursuivre pour des lits d'opinion, etc. Et qui font qu'alors, évidemment, l'État prend parti dans les débats d'opinion, puisqu'il en criminalise certaines. Oui, il y en a qui sont qui pour moi ils ne devraient même pas faire peuvent être discutés, mais ils sont pas. Enfin, il y en a qui sont il y en a parfois qui sont poursuivis qui sont choquants, mais il y en a plein qui sont poursuivis qui ne sont pas choquants. On a fait le tour, je vais juste vous poser parce qu'on arrive à terme de l'entretien, mais je voulais quand même parce que c'est assez récent concernant la réforme de l'orthographe, on a discuté un petit peu avant de commencer cet entretien. Alors c'est vrai qu'on a vu beaucoup sur les réseaux sociaux de personnes qui s'indignaient, qui disaient que c'était la fin de l'histoire française et de sa culture et de... Alors je sais que vous avez fait un petit billet d'humeur, on va dire, sur Facebook, sur ce qui m'a fait rire. Quel est votre point de vue alors sur Facebook, j'ai dit que je ne me préoccupais pas de la survie de l'accent circonflexe du moment qu'on permettait la survie de l'accent belge, mais seulement pour être sérieux, disons, je n'ai pas de point de vue, je n'ai pas étudié la question, je ne suis pas grammairien. Simplement, je remarque que ça a été voté par l'Académie française, je crois, en 1990. Et l'Académie française, c'est quand même pas des gauchistes déterminés à détruire l'identité française, etc. Et je veux dire, pour moi, les réactions que j'ai vues étaient symptomatiques d'un antagonisme qui a été créé par ce gouvernement, qui est qu'ils font tout le temps des réformes sociétales, on va dire, qu'ils avancent comme le nec plus ultra du progrès, donc la réforme de l'orthographe, la suppression du latin et du grec comme option, hein, pas comme obligatoire, à mon époque il était quasi obligatoire, mais comme option, le mariage pour tous, etc., etc. Et alors évidemment, à cause du fait qu'ils ne font rien
sur les questions socio-économiques, sur la question de la souveraineté de la France. Bon, ils ne font rien sur les questions qui préoccupent beaucoup de Français et qui présentent leurs réformes qui sont vraiment des détails, surtout la question de l'orthographe, comme le nec plus ultra. Alors, en réaction, il y a ce qu'ils appellent les néo-réacs, c'est-à-dire des gens qui disent c'est la fin de la civilisation occidentale, c'est la fin de tout, etc. Alors que, pourtant, si j'ai bien compris, évidemment, on va considérer encore qu'il y a une différence entre jeune et jeune, sûr et sûr, suivant qu'il y a un accent ou pas. L'accent circonflexe, on va le garder pour le plus que parfait. Enfin, on va le garder pour des conjugaisons, etc. Donc, c'est pas vrai qu'il disparaît. Et bon, après, quand on voit le niveau d'écriture qui se trouve justement sur les réseaux sociaux, c'est pas un truc pour lequel il faut s'échapper, mais il y a cette sensibilité, cette réaction, on a l'impression, et c'est ça ce qui est aussi plus généralement, par exemple, je vais prendre la construction européenne. C'est très frappant de voir les européistes qui n'arrêtent pas de hurler à la renaissance du nationalisme. Mais ils ne se rendent pas compte que justement en retirant la souveraineté des peuples, ils encouragent le nationalisme, mais ils encouragent les antagonismes, parce que maintenant on a l'impression que tout est déterminé par Bruxelles, mais Bruxelles, on va dire, c'est dominé par Berlin, alors les gens vont détester les Allemands étant détestés comme ils ont été détestés tout le temps, ils en ont marre, donc ils vont être plus nationalistes, et on voit ça avec le Pédiga, on voit ça avec Alternative für Deutschland, etc. Et tout ça c'est très malsain, c'est un peu comme l'histoire de la laïcité, où en ne gérant pas la question des communautés, des identités de façon neutre, l'État provoque le communautarisme qu'il prétend combattre. Et ici, on provoque des réactions identitaires, des réactions comment on veut détruire la langue française, etc., notre patrimoine culturel, notre belle langue, etc., pour des choses qui sont, à mon avis, relativement des détails, mais les gens sont à couteau tiré parce que, justement, ils ont l'impression qu'ils ont ce gouvernement qui ne s'occupe que de choses symboliques. Et pour la question de la construction européenne, c'est pareil. Si on prend l'histoire des réfugiés, j'ai même fait une erreur de calcul dans une interview que j'ai faite récemment, qui n'est pas encore en ligne, mais on m'a dit qu'est-ce que vous pensez de 3 millions de réfugiés? En réalité, c'est 0,15% de la population si on considère qu'il y a 500 millions d'Européens. Si on dit ça comme ça, on ne peut pas dire que c'est la fin du monde. Mais beaucoup de gens voient ça comme la fin du monde parce que leur impose, sans leur demander leur avis, sans rien. Et alors, évidemment, il y a une surréaction par rapport au problème. Et l'Union européenne, c'est ça du début à la fin. Merci beaucoup, Jean Bricmont.